D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Nous voici à Brièche avec la mer pour fond sonore et un petit vent léger, celui du mois de septembre, avec Mohamed Metalsi. Mohamed Metalsi, un intellectuel tangérois que tout le monde à Tanger et bien sûr loin ailleurs connaît. Mohamed Metalsi qui est né à Tanger en 1954, mais il est franco-marocain et il y tient à cette double nationalité. Il est diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris en 1982, diplômé de Paris 1 en esthétique et histoire de l'art. Il est aussi docteur à Paris 8 en esthétique, sciences et technologies des arts avec une thèse qui portait sur l'architecture dans la médina de Tanger. C'est donc sa grande spécialité. Sa carrière professionnelle est avant tout marquée par 30 années passées à la direction des actions culturelles de l'Institut du monde arabe à Paris, où il fut aussi directeur de la rédaction des catalogues, commissaire d'une quarantaine d'expositions environ, créateur des Jeudis de Lima, ce qui représente au bas mot 1500 débats avec 4500 personnalités arabes et internationales invitées. Il a aussi fondé les Musicales de Lima et créé avec Harmonia Mundi la collection de CD musicales de l'Institut du monde arabe, donc une cinquantaine d'enregistrements sur la musique classique arabe, les musiciens historiques, le soufisme, les musiques traditionnelles. Enfin, Mohamed Metalsi a contribué à de nombreuses revues, mais il continue de contribuer d'ailleurs, continue d'écrire, ainsi qu'à des publications collectives, et il est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages portant sur Tanger, Tétouan, le fameux Les villes impériales du Maroc, Fès, l'urbanisme ou le peintre Ben Youssef, mais j'apprends aussi qu'il y a eu un livre sur l'ami Abdelkrim Ouazzani. Mohamed Metalsi était enfin expert auprès de l'UNESCO et doyen de la faculté des sciences sociales à l'université euro-méditerranéenne de Fès. Il est membre du comité de rédaction de la revue Al-Kantara. Mohamed Metalsi, pourquoi avoir choisi Brièche pour point de chute au Maroc? Moi, quand je viens au Maroc pour un mois, c'est pour me reposer et respirer de l'air propre et frais. Donc, ça fait à peu près 18 à 20 ans que j'ai choisi Brièche parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une petite propriété tranquille dans laquelle il y a des personnes et des personnalités intéressantes avec lesquelles j'ai tissé des liens amicaux depuis l'origine. Alors quand on est un Tangérois et en plus un spécialiste de Tanger, de l'urbanisme, de la médina et de ses intensités, c'est étrange un tel repli. Tanger en été, elle est insupportable aujourd'hui parce que elle manque d'infrastructures et de largesse ou d'espace pour accueillir les millions de personnes qui arrivent en même temps. Donc je préfère me retirer et regarder la ville de loin. Parfois j'y vais, mais très rarement. Et surtout, j'aime Tanger l'hiver ou le printemps, quand il y a personne. Le printemps et l'automne, quand c'est tranquille, la lumière est magnifique, il fait encore beau. Effectivement, il y a beaucoup moins de monde. Quelle était ta fréquence de fréquentation de Tanger du temps où tu étais parisien, mais tu l'es encore parisien, tu l'es de plus en plus même? Normalement, j'ai beaucoup de missions au Maroc parce que j'ai fait mes recherches, j'écris des livres. Je suis invité à des colloques, à des débats. Donc, je suis au Maroc et spécialement à Tanger au moins entre 5 et 10 fois par an. Voilà, et c'est l'occasion pour revoir mes amis, voir la ville, discuter avec les responsables de l'aménagement, de l'urbanisme et de la cité et actualiser mes connaissances sur la cité. Donc, tu as toujours gardé un véritable ancrage avec cette ville? J'ai toujours gardé un ancrage affectif avec cette ville parce que c'est ma ville natale. Je suis né ici, où j'ai commencé mes études à Tanger. Donc je l'ai quitté en 70 pour aller à Casablanca. Qui sont tes amis tangérois?
On a beaucoup de peintres, beaucoup de personnes d'associations, musiciens, peintres, sculpteurs, designers, écrivains. Voilà, je cite quelques-uns. Il y a Omar Mtioui comme musicien, il y a Rachid Sefersiti comme responsable d'association, Shraibi aussi, et ainsi de suite. Il y en a pas mal. Et des peintres comme Gdali, comme Salam Khamel qui n'est plus là mais qui est parti à Marrakech, Ahmed El-Barrak qui est décédé, qui était un ami d'enfance. Alors, on a fait des études ensemble jusqu'à 2 ans après le bac. Voilà, il y en a beaucoup. Ça, c'est presque tout un programme pour le podcast Détroit, d'entretiens à réaliser ou qui sont déjà réalisés. Tu as écrit plusieurs livres sur Tanger. C'était des livres qui portaient sur quoi exactement? Quand j'étudiais l'urbanisme, les premiers projets que j'ai faits, c'était sur ma ville natale. Je trouvais ça plus commode et plus facile de comprendre ma ville de l'extérieur. Et c'est mieux de la voir de l'étranger que de la voir de l'intérieur. Parce que j'essaie d'objectiver physiquement la ville pour pouvoir l'analyser. Donc la première des choses que je voulais faire, parce que j'ai fait de l'anthropologie aussi et de la sociologie, j'ai essayé de faire des liens entre l'espace bâti et les formes sociales, c'est-à-dire l'organisation de la société, ses valeurs, son imaginaire, ses fonctions religieuses, etc. Pour voir la place de chaque édifice, qu'est-ce qu'il raconte, quel est ses symboliques, la structure urbaine, les rues, leur hiérarchie, pourquoi ils sont comme ça. C'est la question que je me suis toujours posée. Et j'ai travaillé durement pour trouver des exemples ailleurs ou des comparaisons, mais en donnant la singularité à la ville de Tanger et à la ville marocaine. Parce qu'après, j'ai élargi à d'autres villes du Maroc et aussi j'ai bien travaillé sur les cités, comme on dit, arabo-musulmanes. Alors, quelle est la spécificité de Tanger sous le regard de Mohamed Metalsi? C'est une ville singulière, d'abord par son histoire, parce que son histoire, je l'ai étudiée. On ne peut pas dire ça si on n'a pas étudié l'histoire. C'est une ville qui a connu plusieurs péripéties. Elle était toujours, devant l'étranger. C'est la première ville que les étrangers rencontrent. Comme on dit, c'est une antichambre du pays qui s'appelle le Maroc. Ça, c'est la première des choses. Cette péripétie-là, elle a été aussi favorisée par la géographie. La géographie très proche de l'Europe, entre deux mers, la Méditerranée et l'Atlantique. Elle a connu plusieurs bouleversements par des colonisations, des conquêtes, des destructions, des incendies, etc. Quand on étudie 2000 ans d'histoire, on voit que la ville a vécu très peu de temps en paix. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas gardé une configuration urbaine et architecturale et ornementale et monumentale. C'est une petite ville de 26 hectares, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport aux villes impériales comme Fès, Marrakech, Meknès et même des villes citadines comme Tétouan. Tétouan, il a été fondé fin 15e siècle. Alors Tanger, il était déjà occupé par des Portugais, par des Espagnols, après par des Anglais, etc. Là, je parle que depuis la fin du Moyen-Âge. Mais avant, il y a eu des trous, on ne savait pas qu'est-ce que c'est devenu de la ville pendant 1000 ans. On sait que les Romains sont passés par là, que leur capitale était plutôt capitale régionale, était volubilis. Tanger, c'était un moment, la capitale de la Mauritanie, Tingitan, etc., etc. Donc, pour moi, c'est une ville paradoxale. Elle est ancienne, elle est très connue, célèbre, mais en même temps, sur le plan symbolique, qui se reflète normalement dans l'architecture, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est une belle ville parce que une ville sympathique, où la volumétrie de l'architecture, elle est très belle. Bon, c'est une ville qui a été transformée depuis le 19e siècle par les Européens, de l'intérieur. Et normalement, dans les autres médinas du Maroc, c'était interdit. Personne n'allait habiter en médina, sauf à Tanger. Donc les étrangers sont venus dès que l'installation des premières tribus rifènes et d'autres villes du Maroc, des gens de Fès, les Juifs, les Tétouanais sont venus aussi.
partir du début du 19e siècle, ça a commencé à être habité et je peux dire à une époque envahie même parce qu'elle était petite, mais la ville ne peut pas contenir toute cette population. Donc les gens qui ont acheté des maisons, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que dans la propriété d'islam, le patrimoine appartient à la famille. La famille soit privée au public, au habous. Les habous, c'est les actes de main morte. À partir du 19e siècle, ils ont commencé à fluidifier la propriété privée, à la rendre comme marchandise. Ce que Zygmunt Bauman disait, la fluidification de la société, c'est-à-dire de la rendre fluide et que tous les objets peuvent circuler, se vendre, s'acheter, etc. Alors qu'avant, tout était fixé, toute la fixité. Donc, tout a changé dans la ville. Ça a commencé avec les grands axes. Siarin, l'axe principal, qui était avant, d'après les archéologues, le Syndicomanus Maximus de la culture romaine, la culture urbaine romaine. Il y avait le cardo qui a disparu dans le flot des habitations musulmanes. Ce qui est étrange et surprenant, c'est qu'à chaque fois qu'une ville musulmane disparaît, quand les musulmans arrivent, ils refont la même chose, comme si l'araignée refait sa toile. C'est-à-dire les mêmes structures, les mêmes ruelles, les mêmes rues, les mêmes édifices, les mêmes mosquées. Il y a parfois des singularités par rapport au contexte historique. Parfois, ils ne construisent plus comme avant. Ils ont perdu le métier. Parce que quand on étudie l'histoire de l'art et de l'architecture des empires du Maghreb occidental, je dirais pas Maroc, mais Maghreb occidental, parce que l'empire almohade, il allait au-delà. L'empire almohade, il allait au-delà des frontières d'aujourd'hui du Maroc. L'empire mérénide, pareil. Donc, les frontières d'aujourd'hui commencent à être stabilisées un petit peu à partir des Saadiens et à partir des Alaouites et de la colonisation française et espagnole. Les métiers ont commencé à se perdre un petit peu à partir du 15e, 16e siècle, lorsqu'il n'y a plus de circulation entre le Maghreb et l'Espagne musulmane, je pense, et aussi de l'Orient. Parce qu'avant, avec la circulation des gens, des biens, des idées, de la culture, l'artisanat, la construction, l'art d'édifier était toujours en évolution. Et là, il y a une stabilité, une fixation. Donc, d'une certaine façon, ce que tu nous dis, c'est que dans l'internationalisation de la ville de Tanger dès le 19e siècle, par le fait qu'elle ait été sacrifiée par le sultan pour que les non-musulmans habitent et vivent sur le sol marocain, dans cette internationalisation, les grands moments, ça a été en fait la création du comité d'hygiène qui a pris le pouvoir sur les prérogatives du sultan. Il y a ensuite eu le télégraphe anglais et puis la construction du phare du Cap Spartel. Et le quatrième pilier de cette internationalisation serait en fait le foncier qui n'existait pas ailleurs au Maroc et qui est apparu à Tanger, là encore, comme un élément de colonisation et d'internationalisation. Je vous donne un exemple sur le foncier, après je réponds à votre question. Imaginons un grand riad à Tétouan, Fès, Marrakech, etc., habité par une famille élargie. Lorsque le chef de famille, le père, le grand-père disparaît, il laisse plusieurs enfants, hommes et femmes. Donc comment ils peuvent faire pour diviser le patrimoine en héritage? C'est impossible. Même si l'héritage a été, disons, prescrit par la religion musulmane, la part entière à l'homme, la demi-part à la femme, elle n'a jamais été exécutée comme il fallait. Pourquoi? Parce que pour préserver le patrimoine, qui est le socle de la structure familiale, on donne au chef de la famille, qui est l'enfant aîné, de garder l'usufruit et que les enfants qui veulent rester, ils restent, et ceux qui peuvent partir, ils partent. Mais il reste toujours chef de la famille, parce que les filles qui n'arrivent pas à se marier, que les filles qui divorcent et reviennent vivre dans le patrimoine familial. Ça, c'est une notion qui a disparu, c'est la pérennité du patrimoine. Donc la propriété privée, elle est là, mais quand les choses deviennent plus complexes, le patrimoine ne se divise pas. C'est la première des choses. Deuxièmement,
Lorsque, dans un derb, une impasse, dans une ruelle d'un quartier résidentiel des anciennes villes, quand une maison où tous les héritiers disparaissent, il n'y a plus personne, eh ben, les voisins, ils ont le droit de préemption. C'est-à-dire, ils achètent pour incorporer ça dans leur patrimoine. Donc, il y a toujours des mécanismes sociaux, juridiques, anthropologiques pour pouvoir se défendre contre les changements extérieurs, contre les facteurs extérieurs. Parce que toujours les facteurs extérieurs, ils sont porteurs de changement. Et le porteur de changement, c'est le porteur aussi de l'anéantissement des valeurs et des structures traditionnelles qui sont plus ou moins fixes. Il y a des gens qui naissent dans un endroit et qui meurent dans l'endroit. Mais avec la modernité, le système moderne économique capitaliste, je pense que c'est pas adapté. Donc il faut tout fluidifier. C'est-à-dire la propriété, la division, etc. Pourquoi on a gardé beaucoup de doria du patrimoine? C'est grâce à ça aussi. C'est grâce à ces mécanismes. Mais il y a toujours le danger qui guette. Quand il n'y a pas de famille derrière un patrimoine, le patrimoine disparaît. C'est-à-dire, il n'y a plus d'entretien, plus de conservation, de restauration, etc., etc. Ceux qui sont conservés, c'est les équipements religieux, comme les mosquées, les médarsas, les zaouïas, parce qu'ils appartiennent à tout le monde. Voilà. Les édifices les plus dangereux, ce sont les habitations citadines, que ce soit des palais, des riads, des maisons simples, etc., etc. Pour ta question sur avant l'instauration du statut international, eh ben, les Européens pressaient le pouvoir central marocain pour pouvoir se moderniser. Et c'est des pressions permanentes de la part de la France, de la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc. Et puis les autres sont arrivés après. Parce que Tanger était tellement bien positionné, il avait une position stratégique sur le plan militaire, qu'aucune nation ne pouvait la coloniser tout seul. Parce que c'est dangereux. Donc tout le monde, il y a 25 pays qui ont administré la ville. C'est ça le statut de Tanger. Mais toutes ces mutations que tu as citées, ils font partie de ces pressions et de cette modernisation progressive de la cité et de la société marocaine. Voilà. Comité d'hygiène. Parce qu'avant, il y avait des façons de nettoyer la ville. Et quand on étudie au Moyen-Âge comment les cités musulmanes étaient nettoyées, comment elles étaient surveillées, le rôle des artisans, le rôle des éboueurs, le rôle de Mu'tasim, le rôle de tout. Parce qu'il y avait quand même une structure sociale, économique, juridique très, très sophistiquée. Il n'arrive pas du néant. Il y avait déjà quelque chose. Il ne faut pas dire qu'il n'y avait rien, mais bon. Le problème, c'est ces structures-là, comment ils fonctionnaient. Par exemple, juste les corps de métier. Les corps de métier ont quasiment disparu dès la colonisation dans les plus grandes villes du Maroc traditionnelles, comme Fès. On a supprimé le rôle du Mu'tasim. Les corporations sont devenues des coopératives, etc. Quand on a modernisé ça, c'est le début du changement. C'est le début de mutation interne. Voilà. Ça vient d'extérieur, mais en même temps, après, ça pourrit doucement. Ce comité d'hygiène avait simplement pour fonction de prendre la main sur le contrôle du souk et du marché. C'est donc vraiment un acte de colonialisation de Tanger et du Maroc par la suite. Là, ce que tu me dis sur cette façon de bloquer un peu le foncier et le patrimoine dans une famille afin que tout reste toujours la même chose, ça nous dit peut-être que le Maroc traditionnel est foncièrement, fondamentalement conservateur en fait. De toute façon, toutes les sociétés pré-capitalistes, si on veut le dire comme ça, ils sont conservatrices. Parce que moi, je trouve que c'est normal, parce que s'ils acceptent la modernisation, la modernité, ils acceptent l'ouverture, ils acceptent le changement. Et comme ils peuvent pas maîtriser le changement, souvent, il y a beaucoup de pans de la société qui disparaissent. Les choses qui résistent, c'est les choses qui sont peut-être le cœur de la société. Si ces choses-là disparaissent, il n'y a plus rien. Mais je pense que le Maroc a changé depuis un siècle, a changé depuis 50 ans et a changé depuis 20 ans. C'est énormément changé. Que le Maroc n'est plus un pays traditionnel. Pour moi, c'est terminé. Hein. Il est rentré comme les autres dans les rangs. Parce que je viens de finir un livre sur les potiers de Safi, qui va être publié au mois de novembre. C'est pareil, les potiers de Safi, il n'y a plus de transmission. Pourquoi? Parce que toutes les structures éducatives et d'avant, traditionnelles, etc., ont disparu. Donc les structures modernes n'ont pas été réfléchies
pour pouvoir remplacer exactement de la même manière la transmission. Et je pense que dans tous les autres domaines, je trouverai la même chose. Mais en même temps, jamais Serlini n'a été aussi inventif qu'aujourd'hui. Oui, j'ai travaillé sur lui, il va faire tout un chapitre. Oui. Mais Serlini, c'est la fin. Parce que je l'ai eu pendant plusieurs jours pour lui poser des questions, il a répondu à toutes mes questions. Et le problème, c'est qu'il n'a plus personne qui va le remplacer. Ses enfants étaient là, il y en avait deux. Je leur ai posé la question, une fille qui fait du marketing et de la communication, et l'autre, il fait de la gestion. Et je leur ai dit, mais qui va faire la poterie et la céramique? Et ils m'ont dit, bon, en fin de compte, ils veulent être des patrons en salariant l'autre personne. Mais combien de temps? Et le deuxième problème, c'est qu'il ne prend plus les jeunes, parce que c'est interdit. Avant, on prenait les jeunes à partir de 6 ans. Ceux qui, au lieu d'aller à l'école, ils vont à l'atelier. Et aujourd'hui, avec la loi et le code de travail, ils leur interdisent de travailler à partir de 6 ans. C'est permis à partir de 16 ans. Le maître artisan Salrini m'a dit qu'à partir de 16 ans, les adolescents sont plus réceptifs. Ils passent la journée au téléphone portable, avec leurs amis, les réseaux sociaux, etc. Et ils perdent leur temps. Ils n'écoutent pas, ils s'énervent, ils partent. Une loi qui protège les enfants du travail, c'est très très bien, mais il fallait peut-être trouver un autre moyen que ces enfants-là, qui sont entre l'école et l'apprentissage d'un art traditionnel ou d'un art qui peut se moderniser pour devenir du design après, comme en France ou en Italie ou au Japon. Il y a toute une histoire de réflexion sur le rapport entre l'artisanat et le design contemporain. Donc il y a des écoles, il y a des gens qui travaillent dans l'artisanat et le design, il y a beaucoup de choses à faire et surtout à concevoir pour pouvoir sauver ce qui reste de ces pratiques et de ces arts traditionnels. On est un peu dans les mêmes problématiques que Omar Mtiwi soulève dans la musique andalouse Al-Hala. Il n'y a plus d'apprentis, il n'y a plus d'élèves, on passe par le conservatoire et résultat, la transmission des secrets, du savoir-faire, ça ne marche plus. Oui, dans la musique, c'est la même chose. Il n'y a plus cette transmission orale. C'est ça le problème, on passe de l'oralité à l'écrit. Et entre l'oralité et à l'écrit, il y a un creux, il y a une faille, il y a un hiatus. Donc il faut savoir comment passer de façon progressive, sans perdre le contenu, la symbolique, les valeurs et tout ça d'un apprentissage, de faire un conservatoire moderne. Bon, heureusement qu'il y a le conservatoire, parce qu'il y a des musiciens jeunes qui sortent de là. Mais ils n'ont pas la même formation, même si parfois ils ont des qualités extraordinaires. Heureusement qu'il y a des jeunes super talentueux pour continuer la tradition. Mais bon, ils sont pas nombreux. Le conservatoire, il y en a un seul dans toute une ville qui a plusieurs millions d'habitants. Moi, je pense qu'il y a plusieurs millions, pas simplement 1 million et quelques. Ça, c'est quand je vois l'espace urbain comment il est fait, c'est une ville millionnaire. Hein. Elle est plus grande que Marseille, plus grande que Lyon. Il n'y a aucun doute. Pour revenir au patrimoine et au foncier, dernier point, tu dis que finalement cette structure féodale où le fils aîné hérite, enfin tout le monde hérite sa part, et le fils aîné gère et prend la responsabilité de tout le bien familial afin que le bien ne se disperse pas. C'est peut-être ça aussi qui, là encore structurellement,
à tout bloquer et à empêcher à un moment que le patrimoine soit restauré, parce que on se retrouve avec des centaines d'héritiers sur un seul bien. Et s'il n'y a plus une personnalité forte ou un fils aîné ou je ne sais qui prend les choses en main, eh bien les choses tombent en déliquescence, ce qui est arrivé un petit peu mi-20e siècle sur le patrimoine traditionnel marocain. Ça fait partie de ces facteurs qui peuvent nuire à la préservation du patrimoine, ça c'est sûr. Mais parce que la société ne fonctionne pas comme avant. Parce qu'elle est ni moderne ni traditionnelle. Donc elle est à la recherche d'une identité, disons, moderne. Mais les Marocains, ils tiennent beaucoup à leur tradition. Ils veulent être modernes et traditionnels en même temps. C'est pour ça qu'il y a parfois une certaine schizophrénie. Peut-être schizophrénie, mais surtout une façon de vouloir rester soi-même qui me semble justement constituer l'identité. Heureusement qu'il y a ça. Oui, au Maroc, il y a quand même une histoire qui a été favorisée par l'unité du pouvoir central. C'est dans ce territoire qu'on appelle le Maroc aujourd'hui. Il y a eu plusieurs monarchies qui ont préservé l'unité du territoire. La nation a été créée au XIXe siècle, même en Europe, il n'y a pas qu'au Maghreb. L'État-nation, c'est un terme moderne, avec ses frontières reconnues par les voisins, quand les voisins peuvent le reconnaître, et par les Nations Unies, c'est-à-dire par la communauté internationale. Ça, c'est l'État-nation moderne. Mais le Maroc a toujours eu des grandes villes, des villes moyennes et des petites villes qui ont préservé ces traditions urbaines très importantes. Ils ont plus ou moins reconnu cette communauté du Maghreb extrême, le Maghreb al-Aqsa. On sent qu'il y avait une unité qui a duré plus de 1000 ans à peu près. Même parfois qu'il y avait, des espaces, des laps de temps plus ou moins longs où il y avait un peu d'anarchie. Dans certains pays où il y a eu des grands territoires où les gens n'avaient pas cette conscience d'unité, cette conscience de culture unie, à part qu'ils reconnaissent la Ummah, c'est-à-dire, entre guillemets, la nation musulmane, il faut le dire. La famille traditionnelle est en train d'être déstructurée par les facteurs modernes, les facteurs économiques. Les gens ne restent plus maintenant ensemble dans les familles. Les enfants voyagent, travaillent ailleurs, créent des unités qu'on appelle les ménages. Il n'y a plus la famille comme on l'entend avant. Ça continue un peu, mais ça s'accélère. Les structures sociales sont en mutation accélérée actuellement. Dans 50 ans, il y aura un autre Maroc. Alors, c'est 1000 ans d'histoire et d'identité culturelle marocaine. C'est ce qui crée finalement une civilisation. Le Maroc, c'est pas seulement une identité, c'est aussi une civilisation. C'est-à-dire, c'est un grand mouvement qui entraîne et qui a des échos dans le monde. Les 1000 ans d'histoire, il n'y a pas que le pouvoir politique. Il y a aussi le pouvoir religieux. C'est très important. D'ailleurs, le pouvoir politique, il a comme légitimité la religion. Donc la religion aussi cimente la société. Quand il y a une absence du pouvoir central, quand il y a des guerres civiles ou entre les dynasties, il y a un vide où il y a des guerres, etc. Quand on étudie l'histoire, on a parfois des vides de 20 ans, même peut-être plus. Il y a les zaouïas qui structurent la société, des confréries, qui remplacent le pouvoir central. Et tout ce qu'on appelle le djihad pour libérer les villes côtières, etc. Les zaouïas, ils ont joué un rôle très important quand le pouvoir central est faible ou il est absent pendant des moments. Mais quand le pouvoir central revient, il reprend les choses en main avec les zaouïas, avec tout ça. Parce que c'est pas par hasard qu'on appelle au Maroc le pouvoir chérifien. Parce que la légitimité sacrée vient de la religion. D'où Bouarakia, le Bakali, qui a... Toutes les villes, ils ont des saints patrons. Chaque quartier, il a un marabout, un saint. Tous les souks, ils ont un saint qui les protège. Parce que le commerce et la religion, le pèlerinage et la religion, ils ont eu tout le temps des liens étroits. La Mecque était un lieu de pèlerinage polythéiste et un lieu de pèlerinage monothéiste. Donc, mais il y avait aussi du commerce. Tout le temps, il y avait du commerce. Mais les quatre ou six grands saints tangérois, alors donc il y a Bouharakia, il y a Boukhoucha, etc. C'est quand même tous des djihadistes, ou indépendantistes. Généralement, ils sont des gens qui viennent de la libération des villes côtières, ou bien de leur ferveur religieuse.
ou bien qui sont héritiers d'un grand saint ou d'un grand marabout, Murabit. Voilà, c'est les différentes solutions pour qu'ils puissent avoir une accréditation sociale. Alors, là, on a 1000 ans d'histoire du Maroc, et puis d'un seul coup, on peut dire que, avec Mohamed VI, Tanger change radicalement. C'est une ville totalement nouvelle, une ville entièrement restaurée. De ton point de vue d'urbanisme, Mohamed Metalsi, qu'est-ce que c'est que cette restauration? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Tanger? Tanger ne pouvait pas être délaissé pendant très longtemps parce que c'est un atout pour le Maroc. D'abord, c'est une ville côtière, une ville maritime, une ville située au détroit de Gibraltar. Mais qui peut avoir cette position dans le monde entier? Il y a, je ne sais pas combien de pourcentage de bateaux et de richesses qui passent par le détroit de Gibraltar. Des milliards de dollars qui passent par là. Le Maroc, c'est un pays qui n'a jamais été un pays maritime, un pays continental. Donc, toute la richesse, la quintessence du Maroc, c'était dans les villes continentales. Les villes côtières, ils étaient des citadelles qui préservaient, qui défendaient le territoire. Et Tanger, elle a été prise par les commerçants, d'abord les diplomates quand ils sont venus, parce que d'abord c'est la première ville qu'ils voient, qu'ils rencontrent, donc ils viennent de là. Et le pouvoir central leur a cédé beaucoup de choses. Elle a commencé à leur céder le pouvoir doucement, jusqu'à l'administration globale de la cité. Ça, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et Tanger est devenu célèbre pendant cette époque internationale, de 1925 à 1956. Très célèbre pour beaucoup de choses. Pour ses relations internationales, son importance internationale, parce qu'il y avait plusieurs pays, même l'Union soviétique, il y avait 25 pays, tout le monde en parle. C'était une cité financière, c'était une cité de réfugiés. Pour son modèle libéral aussi. Son modèle libéral, tout le monde venait ici pour gagner de l'argent, et tout le monde venait ici pour se protéger et se cacher. C'était une petite ville, mais une ville qui a commencé à avoir beaucoup d'importance. Je pense même, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu dans un document, je ne l'ai pas vérifié encore, que quand ils voulaient changer la Société des Nations en Nations Unies, ils pensaient à un territoire autonome, indépendant. Et ils ont tout de suite pensé à la ville internationale de Tanger pour construire le siège des Nations Unies. Et ça aurait changé complètement l'histoire de la ville, de la région et surtout l'histoire du Maroc. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, Tanger, après, alors héritière de tout cela, mais avec aussi les années 80-90 où la ville est complètement plombée, où il se passe plus grand chose, une réelle déliquescence, et là d'un seul coup ça bouge, tout est refait. Quelle est cette restauration? Hassan II l'a complètement délaissé parce qu'il pensait que le nord du Maroc était un territoire récalcitrant, Bled Siba. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les gens de Tanger, de Tétouan, surtout le Rif. Et comme la majorité des habitants de Tanger, c'est des Rifins. Et c'est eux qui ont libéré la ville. C'est les conquérants du Rif, parce que dans la toponymie même de la Médina et de la région, Fas, il y a encore les noms de tribus. Blidir, Gnaya, les conquérants rifins qui ont rebâti la ville, parce qu'elle a été détruite quasiment par les Anglais. Donc la ville d'aujourd'hui, elle date de 1684. Donc c'est pas la ville du Moyen-Âge qui a connu Ben Battuta ou d'autres Tangérois qui ont disparu de la cité. Je pense en 1478, à l'invasion des Portugais. Parce que les habitants n'avaient pas d'autre solution que de fuir, ou d'être à l'esclavage, ou de mourir. Donc je crois que la majorité des habitants ont fui à l'époque. Donc tout ce qu'on peut projeter aujourd'hui sur ce que a été la ville de l'époque, personne ne peut le faire. À part l'archéologie, mais on ne fait pas de l'archéologie sur une cité qui a été construite sur la même cité. Donc quand on dit que Ben Battuta est mort à Tanger et enterré à Tanger, mais c'est faux. C'est parce que Battuta a probablement, à 80%, il est mort dans la cour myrinide, à Fès. Et même s'il a été transporté à Tanger pour l'enterrer dans la Médina, d'abord, on n'enterre pas un civil, un citadin à l'intérieur de la cité, sauf s'il est un saint. Donc Battuta n'a jamais été un saint. Donc il devait être enterré à l'extérieur. Et ensuite, si il est devenu saint, alors que là, je le crois pas, il aurait été enterré à l'intérieur, ils ont tout détruit. Donc il ne peut pas savoir où il est. Donc ça, c'est une création d'un mythe. Si ça leur plaît, c'est pas un problème. Et les mythes, ils font vivre les peuples et les sociétés. Donc, Hassan II a délaissé la ville
Donc Hassan II, il n'a pas beaucoup modernisé. Il a fait beaucoup de choses pour structurer l'État, unifier l'État. C'est important parce que l'État-nation, à la sortie de la colonisation, à l'indépendance, elle était juste balbutiante. Donc je pense que l'État du Maroc, c'est Hassan II qui l'a construit, qui a unifié le pays, qui a inclus le Sahara. Mais son fils était un roi modernisateur, voilà, dans tout le Maroc. Et surtout, il aime le Nord. Donc Tanger, comme tout le monde en parle, cinéma, la littérature, la peinture, les écrivains, tout. Je pense qu'il était sensible à cette célébrité pour pouvoir lui donner la place qu'il mérite. Donc avec le port Tangemed, c'est le port Tangemed qui a tout transformé d'ailleurs. Parce que le port Tangemed, c'est un moteur, condensateur social. Parce que le port, c'est pas simplement une infrastructure. C'est de l'attraction commerciale, c'est une zone industrielle, une zone franche. C'est des milliers d'emplois. Et puis d'autres qui arrivent des supermarchés, des magasins, des sociétés, ainsi de suite. Et ça a créé une mutation que Tanger, depuis sa reprise de 1684 jusqu'à maintenant, jamais connue. Mais alors, je parle à l'urbaniste, l'abbé, le développement du suburbain. Le suburbain n'a jamais été aussi bien raccroché au centre historique qu'aujourd'hui par des avenues splendides, des rocades fantastiques, la restauration de la Casbah et de la Médina. Quel est ton regard sur tout ça? Ouais, de toute façon, avant qu'il commence ça, j'avais écrit un livre au début des années 2000 où les architectes, les responsables de la wilaya et de la région, ils sont bien inspirés de mon livre. J'ai eu des informations comme quoi toutes les choses que j'ai dites, les bâtiments que j'ai découverts, l'histoire des édifices de Tanger, même à l'époque internationale, leurs architectes, les différentes politiques urbaines, etc., et ce qu'il fallait faire, plus ou moins. Ce qui a été fait dans la Médina est exceptionnel. On peut toujours critiquer, bien sûr. Jamais les choses sont parfaites. Mais avec les choses qui ont été faites, c'est super bien fait. Découvrir la muraille médiévale, qui a plusieurs sédiments. Il n'y a pas simplement les Portugais qui l'ont fait. Il y a les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les musulmans du Moyen-Âge, et ainsi de suite. C'est une ville qui est sédimentée. Parce que en dessous, il y a toutes les autres villes. Même le temple romain, les archéologues des années 60 l'ont découvert, des vestiges de temple romain sous la mosquée. C'est une ville qui n'a pas connu une extension territoriale continue au début. C'est après, à l'époque internationale, qu'ils ont construit une ville moderne à l'extérieur, mais qui n'a jamais été une ville moderne comme Casablanca ou Rabat, parce qu'ils avaient démarré sans plan. C'est pour ça les quartiers espagnols, là où il y a Cervantes, autour de Boulevard Pasteur jusqu'à la Wilaya, Dred, etc., il n'y a pas de plan. C'est des lotissements. Quand Prost est arrivé en 1925, c'est la France qui l'a ramené, il a proposé simplement de rationaliser un petit peu la circulation dans la ville. Et toutes les grandes rocades qu'on connaît, c'est déjà prévu par lui. Mais comme il y avait plusieurs nationalités, que les autres nationalités ne suivaient pas et transgressaient. Donc il y avait un continuel combat entre les puissances internationales pour faire la ville. Ils se sont mis d'accord en 1949 pour faire un concours international, un schéma directeur, qui a été fait super bien. Mais je l'ai vu fin des années 70. Il a disparu des archives. Il a disparu parce que, je sais pas, apparemment les archives ont été amenées dans un lieu marécageux et pendant une saison pluvieuse, il y a eu des inondations qui ont emporté tout. Et il y a eu plusieurs candidats, plusieurs agences qui ont gagné le concours. Et il y avait des Français, il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens. Et on voyait la ville qui était divisée en plusieurs secteurs
pour chaque nationalité et qu'ils ont fait un plan. Mais à l'indépendance, ils ont oublié ces plans complètement. Par exemple, la baie ne devait pas avoir des bâtiments plus de 6 étages, comme l'hôtel Rif. Et ces bâtiments aux alentours, jusqu'à Malabata, ça sera une baie un peu homogène. Et les tours et les bâtiments plus hauts devaient se construire après, derrière. On ne construit pas devant la baie des immeubles de 20 étages parce qu'on cache tout derrière. Et c'est très grave pour le paysage. Dans l'urbanisme, dans la conception, il n'y a pas que l'architecture et l'écologie, il y a aussi le paysage. Le paysage, c'est une notion artistique. Il faut intégrer dans la conception de l'urbanisme. Là, ça n'existe pas. Oui, une conception artistique que les spéculateurs immobiliers et les blanchisseurs de la drogue n'ont jamais trop considéré. Ils sont pas trop dans cet esprit-là. Quand on fait l'étude des mutations urbaines et de l'extension urbaine de Tanger, du blanchiment, on a vu une urbanisation catastrophique. Il y a les traces encore, parce que quand on sait, d'après les sociologues de la ville, que l'architecture et la ville est le reflet de la société telle qu'elle est, avec ses problèmes, ses déviances, ses variances, etc. Donc à l'époque, il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir et d'abus de ces gens-là qui avaient aussi des relations très intimes avec le pouvoir local, je parle. Voilà. Mais depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup. Mais la ville croît très très vite, plus vite que ce que peuvent répondre les responsables, plus vite. Donc ça maintenant, l'affaire est une affaire des lotisseurs. La ville est le résultat urbanistique et architectural des lotisseurs. Il n'y a pas une homogénéité, parce que tu peux pas faire un seul centre sur une ville qui croît sur 40 kilomètres. Et il faut trouver une solution, parce que ceux qui habitent 40 kilomètres, ça veut dire que c'est des banlieusards. Donc on est en train de créer des banlieusards comme ailleurs. Mais on sent qu'il y a aussi des nouveaux centres qui se créent, à Beersheba, à Beni Makada surtout. La réflexion sur le développement de cette ville et de ses banlieues se fait avec des nouvelles polarisations, on va dire. C'est des polarisations différentielles. Il y a des centres riches et des centres moins riches et des centres pauvres. Ça aussi, un problème de ségrégation sociale. Ils ont trouvé une solution parce que en Europe, au début du XXe siècle, ils ont trouvé une solution, c'est-à-dire de construire des villes nouvelles autour de la ville principale, comme à Paris, ou à Londres, ou ailleurs. Ils n'ont pas tout réussi. Mais il y a certaines villes nouvelles qui ont marché. Ils ont projeté 2 villes, Ibn Battuta et Sharafat, 2 villes nouvelles. Mais en fin de compte, il n'y a pas la notion de ville nouvelle. C'est la notion simplement de construire, de gagner de l'argent. Ça n'a pas marché. Il n'y a rien, il n'y a pas de centre. Un cœur, c'est pas un centre physique, mais c'est un cœur, une âme. Il y a les édifices culturels, les édifices commerciaux, les édifices religieux. Ils ont construit une mosquée, mais c'est pas suffisant. Une mosquée, ça crée pas le centre seul. Dans les cités islamiques, la grande mosquée cathédrale, elle était entourée d'un souk intérieur, d'un bazar. Donc, il ne peut pas avoir un souk, un bazar avec des marchandises qui viennent de très loin, sans mosquée. La mosquée, pareil. Il faut réfléchir, même différemment, pour une ville postmoderne. Comme ça, les gens peuvent habiter dans une ville nouvelle sans avoir la contrainte ou la nécessité d'aller à Tanger pour faire des courses, peut-être pour aller pour se promener, d'accord. Mais pour la vie quotidienne, ils peuvent vivre dans des villes nouvelles. Mais là, il n'y en a pas. Pour en finir avec le pan urbanistique de ta carrière, on sent que tu es très attaché à Tétouan aussi. Tétouan, c'est pareil, hein. Pas la même histoire, mais pas les mêmes problèmes. Mais en gros, Tétouan, il est construit sur une montagne. Encore plus compliqué à urbaniser une montagne. Tanger, c'est sur 7 collines, mais il y a des plaines. Il y a une facilité pour faire un plan, pour faire la circulation. Tétouan est très dense. En été, elle est étouffée. Le plan d'urbanisme, il va vers la mer, vers la ville de Martil, vers Dir. Donc maintenant, ça va devenir Tétouan jusqu'à Ceuta. Une conurbation qui va englober les anciens petits douars, petites villes, en une seule ville. Mais bon, c'est vrai que là-bas, en été, il y a plusieurs centres. C'est polycentrique, ça.
Les gens qui habitent Mder ou qui habitent là, ils peuvent rester là-bas parce qu'il y a un peu tout. Mais parce que la ville existait avant, elle n'a pas été créée. Elle a été développée, aménagée, etc. Mais elle n'a jamais été conçue comme une ville nouvelle. Simplement, Tétouan avance. Il va l'englober comme Tanger, il va englober bientôt Assila. Tous les petits douars, Ain Dalia, Ain Zaytoun, Ain Bello, tout ça, tout a été englobé là. Sidi Hussein, l'Aouama. Tout ça, ce sont des anciens villages. Quand on était jeune, on les percevait de loin, parce que faire une balade, c'est des Hussein ou je sais pas où, c'est quand même un voyage. Mais maintenant, la ville est arrivée, ça y est. C'est la banlieue de Tanger. Et toi, ici à Briège, c'est dans un nouveau centre de futur Tanger. Quand j'ai habité là, c'était loin. On était à 32 kilomètres de Tanger, mais je pense que les bâtiments commencent à arriver, hein. Pas loin, hein. J'espère que les espaces verts et toutes les lagunes qui sont par là, ils vont les préserver parce que ça fait partie du paysage de cette région. C'est assez dangereux de les urbaniser. C'est très très difficile d'urbaniser une lagune, hein. Très difficile, c'est dangereux. C'est Venise. Ah oui, mais il faut le faire à la manière des Vénitiens. Et ça, c'est plus difficile. Et Venise a des problèmes. Alors maintenant, Mohamed Metalsi, je vais m'adresser à l'esthéticien, au spécialiste de la culture. Comment vois-tu l'évolution de la culture au Maroc ces 20-30 dernières années, depuis ce point de vue exceptionnel que tu avais d'ailleurs aussi à l'Institut du monde arabe, qui te permettait d'avoir une vision générale, globale, et en même temps avec des distances? La culture suit la société, hein. Je pense qu'il y a eu quand même une politique culturelle audacieuse, même si, parfois, il y a des lacunes. En 2005, ils m'ont demandé de faire un bilan des arts visuels au Maroc depuis l'indépendance et d'écrire un texte libre, c'est-à-dire sans aucune contrainte. Et j'ai parlé qu'il n'y a pas de musée, il n'y avait encore aucun musée, qu'il fallait les faire. Et il y a des centres culturels avec des bibliothèques dans des régions, dans des villes, dans des petites villes, et des livres qui aident à comprendre le monde, à comprendre la société, etc. Pas simplement des livres religieux. Et ça, il y en a assez. Il faut aussi avoir des livres de scientifiques, des livres d'histoire, des livres d'anthropologie, de sociologie, de l'histoire de l'art, etc. Pour que les gens puissent avoir une culture générale, ce qui manque ici. Ce que j'ai remarqué quand j'étais à la faculté FS, que les étudiants qui font des sciences ou ils ne lisent pas. Parce que dans les familles, ils lisent pas. Et dans les villes, il n'y a pas de structure qui peuvent les encourager à venir à lire, etc. Il n'y a pas de bibliothèque. Les cinémas disparaissent. Ça a été remplacé par la télévision, par l'Internet, etc. Mais bon, le cinéma, c'est pas ça. Théâtre. Il n'y a pas une programmation théâtrale. Il y en a un petit peu, mais il n'y a pas de programmation théâtrale. Ils construisent un grand théâtre, il est fermé. Ils l'ouvrent occasionnellement pour certaines activités, mais c'est pas normal. Il faut d'abord construire un programme, un projet culturel, avant de construire un bâtiment. Parce que le bâtiment doit suivre le projet culturel. Parce que si le projet culturel a des nécessités architecturales, il faut que le bâtiment soit le reflet du programme qui va être fait dedans. Parce qu'on ne veut pas que la culture s'adapte à l'architecture, c'est tout le contraire. Le théâtre de Rabat, le théâtre national, fermé. C'est pas normal. Il va rouiller. Avec l'humidité et tout ça, il faut qu'il puisse commencer à l'entretenir. Et je sais que ça veut dire entretenir un bâtiment au bord de la mer. C'est assez onéreux. Il faudrait qu'il y ait une présentation de livres, pas simplement une Française qui est venue, qui est très gentille, qui fait beaucoup de choses dans une librairie. Il faut qu'il y ait une programmation intense. Mais les gens, comme ils sont pas habitués, ils vont nulle part. Très difficile d'avoir un public ici, parce qu'ils sont pas habitués. La délégation de la culture essaie d'animer le plus qu'il se peut, c'est vraiment dynamique, la galerie Mohamed Drissi. On sent que le ministère de la Culture fait beaucoup pour les petites troupes de théâtre. Si les grands théâtres ne fonctionnent pas, faute finalement de faire venir des grandes stars du Liban ou d'Égypte, les petits théâtres, et beaucoup se sont ouverts et certains fonctionnent très bien, comme Riyad Sultan dans la Casbah de Tanger. Le cinéma, jamais il y a eu autant de production de cinéma marocain au Maroc. C'est quand même formidable, ça. Il y a quelques cinémas qui tournent, et qui tournent avec des programmations internationales top niveau, grâce à Internet, justement. Tout ça, c'est très
bizarre parce que rien n'est clair, rien n'est défini en fait. Non, parce qu'ils tâtonnent. Je comprends, mais il faut que quelqu'un structure tout ça et qu'il crée une dynamique sociale et culturelle dans toutes les villes du Maroc et à Tanger. Au niveau des arts plastiques, il y a de plus en plus de volonté. Il y a un musée national Mohamed VI de Rabat, avec sa collection et ses expositions internationales, qui est intéressant, important pour le Maroc. Et dans tous les autres villes, les musées d'art moderne et contemporain n'ont pas de fonds, ou ils ont un fonds assez faible. Je trouve que c'est dommage. Et en plus, un musée d'art moderne et contemporain, c'est pas simplement un lieu de conservation et d'exposition, c'est un lieu dynamique. C'est-à-dire, il faudrait faire des débats autour de l'art, inviter des artistes, inviter des critiques d'art, des historiens, rendre des hommages aux grands artistes marocains, faire des rencontres entre les artistes européens, africains, maghrébins, etc. Et ça, il faut avoir une politique volontariste de dynamiser tout ça, parce que je trouve que ça a bien démarré avec les festivals. Mais le festival, c'est pas la culture. C'est un événement inscrit dans un espace et dans un temps. Mais quand j'étais à Fès, pendant 3 années, ou 4 ans, je me suis ennuyé après le festival de Fès. Il n'y a rien. Ennuyé. J'arrive de Paris, je vais dans une ville dite la ville des sciences, la ville, je sais pas quoi, la ville des lumières, etc. Pas du tout, il n'y a rien. C'est les gens à 7 heures du soir, ils rentrent chez eux. Ils sont au café, les hommes regardent le football, les femmes sont à la maison. C'est vraiment un trou du monde. Alors finalement, la gestion culturelle, c'est ce qu'a fait Mohamed Ben Aïssa Azila avec son Moussem. Il aurait fallu étendre ça à tout le royaume. Oui, même lui, à part le Moussem, Azila, il n'y a rien. Même maintenant qu'il a disparu, il continue le Moussem. J'espère qu'ils vont le continuer. Mais pendant l'année, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une médiathèque fermée toute l'année. C'est dommage. Il y a un musée qui est fermé, nouveau. Et puis les gens d'Azila, ils sont peu nombreux. Hein. Faudrait qu'il ouvre ça à Tanger qui arrive à grands pas vers eux. Donc, il faudrait qu'il trouve une dynamique régionale. Mais je pense que c'est très difficile. On a eu un moment lumineux à Tanger avec Abdelaziz Drissi comme délégué de la culture, où il a vraiment été extrêmement dynamique. Finalement, ce qui manque, c'est un ministre de la culture génial qui dynamise tout ça. C'est un Malraux. Tu sais, en Allemagne, il n'y a pas de ministre. En Allemagne, chaque Länder est responsable de la culture du territoire. Dire qu'il faut un ministre qui administre tout, c'est possible. Pourquoi ne pas avoir un grand ministre de la culture pour dynamiser, avoir de l'argent? Mais le problème, c'est que dans tous les pays européens, j'ai vécu en Europe, la culture ne se fait pas que par l'argent de l'État. Hein. Ici, ils attendent que l'argent de l'État. Aux États-Unis et ailleurs, l'argent du privé, les mécènes, c'est très très important. Mais là, ils ne savent pas chercher de l'argent.
auprès des mécènes. Ou bien, les mécènes, ça les intéresse pas, mais il faut les intéresser. Il faudrait que l'État aussi s'immisce dans ces affaires. Si vous investissez dans la culture, vous aurez moins d'impôts, des choses comme ça. Mais il n'y a rien comme ça. C'est des gens, ils attendent de l'argent du Wali, de ministre, de je sais pas quoi, mais c'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait une dynamique globale pour trouver des moyens et faire une programmation. Une programmation annuelle, il y a besoin d'un budget annuel. Donc pour faire un budget annuel, il faut avoir des gens qui s'engagent à donner de l'argent au début de l'année pour que l'institution puisse travailler toute l'année. Et je trouve que la culture, ça a démarré, il y avait des mouvements, etc. Mais c'est pas encore bien structuré. Et parfois, je pense qu'il y a un recul. Mais ça a démarré, c'est peut-être ça l'essentiel. Avec, encore une fois, du point de vue de l'Institut du monde arabe, le reste du monde arabe te paraît comment dans cette problématique-là? Le Maroc était en retard. Hein. Quand j'ai travaillé pendant 31 ans, et j'ai visité tout le monde arabe, le Maroc était en retard. Mais là, il les a rattrapés, parce qu'il a structuré beaucoup de secteurs. Et je trouve que le cinéma marocain est parmi les meilleurs de cinéma du monde arabe. Les films marocains, ils ont des prix dans des grands festivals, comme à Alexandrie, comme le film Morjana de Jamal Suissi, mon ami Jamal Suissi. Donc, les pays du Golfe que j'y allais, c'est l'État qui finance tout. Mais ils ont les moyens. Ils financent des édifices immenses qui dépassent les besoins locaux. On construit des musées internationaux, il n'y a personne qui va. On construit des bibliothèques énormes. On construit des centres culturels, etc., etc. Mais bon, quand l'État est volontariste, il impose aussi une certaine vision de la culture, donc une certaine propagande, une certaine idéologie. Donc normalement, il ne faut pas qu'il y ait d'idéologie. Il faut que la société civile elle-même construise son programme. C'est là que je me posais la question de s'il n'y a pas une dubaïisation de la culture marocaine, justement. Non, on n'a pas assez le moyen pour faire comme Dubaï, tout ça, non, on n'a pas les moyens. Le Maroc, il a un fond culturel traditionnel très fort. Donc déjà, dans les musiques traditionnelles, les musiques rurales, les mazirènes, les musiques sacrées, tout ça. Il y a un fond qui est très important pour le présenter. Et je trouve que depuis une dizaine d'années, peut-être 20 ans, mais 10 ans, que ces musiques étaient oubliées des chaînes de télévision. On les voit souvent et tout le temps. Pour exprimer un petit peu la multiplicité des cultures au Maroc, la variété des formes et des expressions régionales. Et ça, c'est important de le montrer. Il y a des dialectes différents. On prononce l'arabe différemment, Darija. Il y a les mazirènes, plusieurs langues mazirènes. Le rifin, le chloa, etc. Donc, je pense que c'est bien de montrer ce fond rural. Que ce soit dans l'artisanat, dans la musique, dans l'architecture et dans tout ce qu'on... Puis il y a aussi ce fond citadin qui est très important, disons, qui vient de l'Orient, de l'Andalous, dans l'architecture, dans les arts culinaires, les arts traditionnels, dans l'habillement, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis aussi le côté contemporain. Puis un siècle, ou presque un siècle, oui, que l'art moderne est entré au Maroc, donc il y a quand même déjà une histoire. Hein. Il faut faire une histoire de l'art moderne au Maroc jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, Mohamed Metalsi, l'art contemporain au Maroc aujourd'hui, c'est quoi pour toi? Au Maroc, il y a des villes dynamiques comme Casablanca, Marrakech, Tanger, Rabat, Fès, Meknès, où il y a quand même une quantité énorme de gens, de jeunes surtout, de jeunes, qui sont au fait de ce qui se passe dans le monde entier, parce qu'avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, avec toutes les nouvelles technologies, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ils peuvent voir des œuvres, des gens qui créent aux États-Unis, en Russie, en Chine, au Japon. Ils sont ouverts à ces mouvements étrangers, extérieurs, cette dynamique mondiale de l'art. Puis après, ils se posent toujours la même question de leurs racines. Est-ce qu'on peut faire un art
complètement déraciné, comme certains le disent, le revendiquent. L'art est universel. Il n'y a pas de local. Donc il y en a d'autres qui disent non, on peut faire de l'universel avec un peu de local pour avoir une petite particularité, une singularité et pour pouvoir exister. Parce que tu fais de l'universel dans l'universel, tu disparais dans le flux énorme de formes et des créations et des expressions artistiques partout. Donc je pense que les arts plastiques et l'art contemporain est très dynamique. Parce qu'il y a un intérêt des galeries, c'est important. Et les musées, ils jouent pas encore bien leur rôle. Parce qu'un musée, c'est pas simplement créer une collection, mais aussi aider à la création et aussi investir et acquérir tous les jours. Créer des musées régionaux avec des thématiques, etc. Peut-être il le faut un peu, mais ça se voit pas. Ou ils communiquent mal. Donc je pense que les musées, ils sont encore en train de se transformer et de s'épanouir. À la tête de la direction des actions culturelles de l'Institut du monde arabe, quels sont les événements qui t'ont le plus marqué de ce que tu as produit en fait? J'ai commencé par l'art contemporain, faire des expositions classiques des années 80, avec des catalogues, la collection de l'art contemporain du monde arabe. Donc j'ai appris ce qui se passait ailleurs. Pendant 4 ans, on a fait des expositions sur plusieurs thèmes, que ce soit au Maghreb, en Égypte, au Golfe, au Moyen-Orient, etc. Après, quand j'ai pris la tête des actions culturelles, j'ai démarré par les débats. Et ça manquait à l'Institut du monde arabe, parce qu'il n'y en avait pas. J'ai invité les plus grands penseurs, plus grands universitaires, qui sont spécialistes du monde arabo-musulman, que ce soit du monde arabe, du monde islamique, de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique du Sud et de l'Australie, etc. Là où il y a quelqu'un qui se dit qu'il est en train d'écrire ou faire de la recherche ou qui pense sur le monde arabe, ben il est passé par l'Institut du monde arabe. Les plus grands poètes, Mahmoud Darwish, les gens qui connaissent l'Institut du monde arabe à mon époque, ils savent, ils ont le programme, ils ont su ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Puis après, j'ai créé un département nouveau qui s'appelle les musicales. C'est un programme que j'ai fait pour faire connaître le patrimoine du monde arabo-musulman, que ce soit le patrimoine rural, urbain, citadin moderne, qui se crée dans l'exil, les métissages, parce que à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas encore beaucoup de métissage. J'avais commencé l'Institut à œuvrer aussi pour créer ce chemin. On a encouragé les gens à trouver des liens de parenté dans les cultures. Parce que on trouve qu'il n'y a pas de frontières étanches entre les cultures. Quand on dit le monde arabe, c'est une fiction. Il n'existe pas le monde arabe. Il n'y a pas de frontières. Les cultures entre le monde arabe et ce qu'on appelle musulman, il n'y a pas de frontières. Par exemple, je prends ce qu'on a pris plusieurs exemples, des dizaines d'exemples en musique. On prend le maqam, la nouba et la raga. Eh ben, il y a une continuité historique et musicale. On a travaillé avec des meilleurs spécialistes du monde, musicologues et non-musicologues, pour prouver qu'il y a un lien continu dans l'histoire de ces musiques et il y a des liens de parenté. Et on a fait des programmes très riches, des débats très riches, des troupes qui sont venues pour illustrer ce qu'on pense, etc. On a trouvé aussi dans les musiques médiévales, européennes, méditerranéennes, et la musique maghrébine, la musique orientale aussi, beaucoup de liens. Donc on a fait des métissages entre eux ou des rencontres. Parce que il n'y a pas tout le temps des métissages, il y a des rencontres entre les musiques, les flamenco, le fado, le bitico, le troubadour, et ainsi de suite. Il y a toutes ces musiques maintenant qui existent en Europe comme folklore simplement, ou bien chez les musicologues qui continuent à travailler sur le phénomène. Mais on a fait beaucoup de choses, beaucoup. C'est-à-dire chaque année il y avait une thématique qui a été déclinée en plusieurs concerts, de mois d'octobre au mois de juin. Au mois de juin, il y avait déjà le programme de la saison prochaine, avec le programme, les textes, les explications, les images, les sons, et aussi les ventes de tickets. Donc on était toujours en avance d'une année. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant 31 ans. أنت من حوري رضوان أنت بالله
Tout à l'heure, tu as parlé du 52 CD. Oui, on a fait 62 de CD, mais les enregistrements, ils sont par milliers à l'Institut du monde arabe. Des gens qui sont venus de partout, de Zanzibar, les îles Comores, les fonds du désert, les Touaregs, des Berbères qui sont venus de 3400 mètres d'altitude. Et on a fait même un lien entre la musique contemporaine marocaine, un musicien, un musicologue, un homme cultivé, Ahmed Siad, qui a fait des opéras, avec lequel j'ai travaillé, avec lequel l'Institut du monde a travaillé en partenariat avec l'Institut de la musique, et on a fait une semaine sur les musiques de l'Atlas. Et lui, il a ramené une troupe qui se trouve à 3400 mètres d'altitude. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu de carte d'identité, l'état civil, passeport, rien. On les a amenés la première fois de la montagne à Paris. Ils sont partis, ils ont fait Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, après ils sont revenus dans l'autre Atlas. Et ils n'ont jamais oublié cette aventure. On reviendra sur ce programme de Lima. Quand j'étais jeune homme, étudiant à Paris, je fréquentais assidûment l'Institut du monde arabe, qui permettait un rayonnement du monde arabe et une reconnaissance de la richesse culturelle de cet univers-là, de cette région-là, on va dire. Qu'est-ce que tu penses du feedback, qu'est-ce que l'Institut du monde arabe a pu apporter au monde arabe et au Maroc en particulier? Il y a deux choses. D'abord, il y a une mission. La mission, c'est que les Français mélangent tout. Et comme dans tous les peuples. Hein. Par exemple, c'est quoi l'arabe, c'est quoi le berbère, le nubien, le kurde, etc., etc. On est unis par la langue, simplement. C'est-à-dire, le mieux, c'est les arabophones. Le monde arabe, c'est le monde de la langue arabe. C'est tout. C'est la langue. Et même la religion, elle est majoritaire, bien sûr, mais il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a un peu de tout. Même les musulmans, il y a des sunnites, des chiites, des druzes, et ainsi de suite. Tout est complexe. Tout est complexe. Et il faut pas simplifier, banaliser, et surtout généraliser. Quand on a commencé à créer le nouveau musée de l'Institut du monde arabe, j'ai participé avec eux, et on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un arabe? À part les gens de l'Arabie, le désert de l'Arabie, eh ben, ailleurs on ne trouve pas d'arabes, c'est des arabophones. Dans la région du Cham, Palestine, Syrie, Jordanie, Liban, c'est des régions qui sont pas arabes, qui sont arabophones. C'est des sémites. Voilà, des vrais, pas des Européens. Il y a quelques Européens avec les croisades, mais la majorité ils sont sémites. Et puis en Irak, c'est la civilisation persane. Tout ce qui est en Irak, c'est les Mésopotamiens. Les Arabes ils sont arrivés avec l'islam, mais surtout avec l'empire abbasside, quand il a pris comme capitale Bagdad. Ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, de montrer comment cette civilisation a démarré avec les parcours commerciaux en Arabie, par des bateaux qui arrivent par Oman, par la mer Rouge, pour traverser le désert, passer par la Mecque et Médine et partir vers Damas et Antioche et aller au-delà. Les structures commerciales, ils ont commencé déjà à structurer l'histoire et la société elle-même. La Mecque était un lieu de pèlerinage depuis des milliers d'années. Hein. C'est pas simplement l'islam qui a démarré là-bas, mais il y avait plusieurs tribus, plusieurs sociétés qui venaient de très loin pour le pèlerinage à la Mecque. C'était important. Les dieux qui existaient là-bas. C'est des dieux qui ont été vénérés un peu partout. Et ce n'est pas par hasard que l'islam est né dans cette ville, parce que c'est une ville très religieuse. Donc la religion et le commerce étaient liés, parce qu'il n'y avait rien, c'est pas une oasis. C'est rien du tout. Médine est une oasis. Donc c'est dans ce territoire qui relie la Mecque et Médine a été créé déjà le démarrage d'une civilisation, d'une culture qui va vraiment démarrer au fond à Damas avec le premier empire. Bon, expliquer aux Français la complexité de ça, que les États-nations d'aujourd'hui sont arbitraires, que les frontières d'aujourd'hui ont été créées par les colonisateurs, par les Anglais, les Britanniques et les Français. Et puis surtout dans chaque pays qui a été créé au XXe siècle, au XIXe, XXe, il y a une diversité culturelle. Et on se bagarrait avec des États unificateurs, mais de force, qui voulaient détruire toutes les autres, comme la Syrie. Mais ils étaient fous. Ils voulaient détruire les différences culturelles. Je leur ai dit au contraire, vous avez un pays très riche, conservez les différences. On peut être unis politiquement, mais on peut être différent culturellement. Voilà, vous parlez la même langue, vous avez plus ou moins la même religion, même s'il y a des chrétiens, des araméens, etc. Vous pouvez trouver un contrat social, comme dirait Jean-Jacques Rousseau.
Est-ce que l'Institut du monde arabe aurait donc contribué à la reconnaissance des cultures minoritaires dans les pays arabes? On a fait tout pour montrer que dans chaque région, il y a des cultures, parfois qui sont pas minoritaires, que les gens de l'intérieur essaient de montrer qu'ils sont minoritaires. On va pas dire que les cultures imazighéennes, comme dit Berbère, au Maroc sont minoritaires. Les Berbères, ils sont à 98% au Maroc, par exemple. On ne peut pas dire qu'ils sont à 40%, c'est idiot. C'est quand on fait maintenant les ADN, généralement les Marocains, ils sont à 70-80% berbères. Tous. Moi, j'ai fait mon ADN, il y en a plein qui ont fait leur ADN. L'idéologie de départ par la parole, par le discours, elle est cassée par la biologie et la génétique. C'est les sciences, que ce soit l'archéologie qui casse la mythologie de l'histoire, la biologie, elle casse aussi la mythologie, cette idéologie d'unification qui n'a jamais existé. On a été, disons, très objectifs. Et on a fait des colloques scientifiques autour de ces thèmes. On a diversifié les thèmes pendant des décennies pour pouvoir expliquer ça. Le problème, c'est que l'Europe est en train, le recul identitaire et l'ouverture. Et cela dépend de l'éducation de chaque personne. Les gens éduqués, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, ils pensent et ils sont pas emportés par les mouvements extrémistes, etc. Et d'autres, de plus en plus, parce qu'il manque une éducation de culture générale dans les collèges et lycées. Les gens, ils sont emportés par les discours simplistes et dangereux d'ailleurs. Parce que la modernisation, et la modernité et la postmodernité, comme on dit, parce que il y a des gens qui sont pas d'accord avec ces termes, est en train de tout bouleverser. Pour moi, c'est un bouleversement même européen, il continue à être bouleversé. Et les gens ne trouvent plus leur repère. Ils disent que l'étranger qui est venu ici, il va nous transformer, nous faire perdre notre identité. Qu'est-ce qu'ils disent, l'identité nationale? Et ça, c'est une erreur, parce que l'identité nationale n'existe pas. Ça, c'est une fiction. Une fiction du 19e. Ce sont des nationalistes, des idéologues qui ont créé l'éducation nationale à l'école, qui ont fait ça, pour pouvoir créer ce genre d'idéologie. Donc les gens sont perdus. Et je trouve que les choses vont de plus en plus mal, parce que les extrémistes évoluent plus que les gens qui ont une pensée rationnelle. C'est ça le problème. Alors, à ton avis, puisque tu soulèves le problème, quelle sera la postmodernité régionale, on va dire, au Maroc, en Afrique du Nord? C'est difficile de prévoir. Ça, c'est les problèmes structurels généraux. Il y a une histoire mondiale et mondialisée. Et je pense que les gens qui veulent de l'intérieur maîtriser cette histoire, c'est compliqué. C'est un leurre. Imaginons maintenant les États européens qui ont déjà une histoire. Ils ont un programme politique, social, culturel, éducatif, etc., etc. Et quand ils sont au pouvoir, ils ne peuvent rien faire parce que tout se fait par les mécanismes internationaux, par l'économie mondiale, par les décisions européennes et mondiales, par ci, par ça, par ça. Mais on ne peut pas revenir en arrière parce que l'État-nation, c'était une période. Il est en train d'être transformé pour moi. Je ne sais pas quelle est la nouvelle forme politique territoriale, de frontières, etc. Déjà, et ça j'ai toujours su en lisant Karl Marx, j'ai toujours su que le capitalisme avait besoin de casser les frontières. Pourquoi? Parce que le marché national n'était pas suffisant. La nation a été bien à une époque où on a cassé les féodalités. Pourquoi? Parce que la marchandise ne circule pas librement. En cassant les féodalités, on a cassé les frontières des féodaux, donc on a créé une nation. Mais c'est pas suffisant, parce que la marchandise, maintenant, elle doit aller au-delà. Quand on crée quelque chose, on le crée même à l'extérieur. C'est-à-dire, les produits français sont créés en Chine, sont créés aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'être à l'intérieur. Donc maintenant, le capitalisme, il n'a pas besoin de nation. Il a besoin d'un État global, mais l'État global n'existe pas encore. Donc c'est ça vers où on va, d'après ma vision un peu pessimiste.
خضرة الفريد يا بنية خليني انت مريد يا بنية خليني انت مريد المفير هدي يا بنية خدار ساق صيد يا بنية خدار ساق صيد خضرة الفريد يا بنية خليني انت مريد يا بنية خليني انت مريد لو قلبك فراكي أنا بطراكي يا جمير في سماكي إن قلبك فراكي. Et c'est là que je me demande si Tanger International n'a pas été un laboratoire de ce futur libéral, justement international, sans frontières, où il faut que tout circule en permanence dans la plus grande liberté pour pouvoir faire de l'argent. Pour moi, personnellement, la société, selon ce modèle, est dangereuse aussi. Parce que quand on lit les livres de Pecty, l'économiste français, qui mérite le prix Nobel, hein, les riches ne sont riches que pendant les périodes de prospérité. Dans un pays, dans un continent, dans un monde. Dès qu'il y a le moindre problème à l'intérieur ou à l'extérieur ou des guerres, la richesse ne vaut plus rien. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est une reconnaissance, une valeur abstraite. Il a besoin de sécurité. Un État sûr, avec un ordre social bien structuré, où il y a la sécurité, il peut avoir la prospérité. C'est pour ça que la distribution de la richesse est très importante. Parce que les gens, ils sont frustrés, ils sont pauvres, ils s'en sortent pas, donc ils peuvent créer des problèmes. C'est pas avec la répression qu'on peut les contenir tout le temps, non. Ça peut arriver, et si ça arrive, personne les peut maintenir. Il faut qu'il y ait distribution de richesses et réfléchir sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que l'État-nation, c'est une étape de la société et de l'histoire des sociétés humaines. Donc voilà, il faut réfléchir à ça. Ça, c'est ma réflexion personnelle, mais j'ai discuté avec des gens très très importants, des économistes, des politologues, des historiens et tout ça. Ils pensent la même chose que moi. D'ailleurs, je me suis inspiré d'eux aussi. Alors, puisqu'on se projette dans l'avenir, là, dans cette discussion, et afin de clôturer cette discussion, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as en ce moment? Le prochain livre, c'est sur l'artisanat du Maroc. 2 grands volumes. Sur le premier tome sur l'artisanat rural, avec toute sa diversité. Ses relations avec les sociétés de l'époque, la symbolique des décors dans les objets, et puis son évolution d'aujourd'hui par rapport au marché national et au marché mondial. Est-ce que ça va dans le bon sens ou ça va dans le mauvais sens? Et puis ça sera le 2e volume, l'artisanat urbain. Et c'est un travail sur à peu près 1 an et demi. Donc j'espère que ça va être un bon éditeur. Alors en fait, tu es en train de réaliser un complément du PACCAR. Parce que PACCAR, il n'y a pas une étude. Il y a beaucoup de photos, de belles photos. Il y a des textes très légers. Mais ça sera plutôt un texte d'histoire et d'anthropologie. Et d'esthétique. Pas simplement des photos. Les photos, c'est l'affaire du photographe. Mais ça sera plus un essai qu'un livre d'art, hein. Qu'un livre, disons, luxueux, etc. J'essaie maintenant de faire des livres qui coûtent pas très cher. Le maximum 300, 200 dirhams. Je veux pas que mon livre se vende à 1000 dirhams, c'est beaucoup trop cher. Donc c'est l'artisanat. Après, j'ai un projet parallèle, c'est de revoir un petit peu la mythologie de Fès et sa place dans le roman national. Et ça, c'est un livre de réflexion, d'histoire, de politique. Voilà les 3 projets d'aujourd'hui. Fès, c'est remettre un peu le centre qui a été marginalisé économiquement finalement à son centre. Réfléchir sur Fès et ses mythologies. Non, réfléchir, remettre l'histoire du Maroc sur ses vrais fondements. Parce que il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes en archéologie et surtout en architecture qui vont pas avec l'histoire officielle. Et c'est ça que je voudrais travailler avec beaucoup de documents, beaucoup de preuves, etc. pour remettre en cause l'histoire racontée de la ville et son importance dans le champ national et lui donner sa place qu'il lui faut simplement. Parce que dire que plus ou moins l'histoire du Maroc commence à Fès, c'est déjà une erreur. L'histoire du Maroc moderne, qui commence à l'aube du 2e millénaire, là, de l'an 1000, elle est multiple. L'histoire est multiple, ses origines sont multiples. Et sa vraie capitale de l'islam sunnite commence avec les Almoravides, surtout, pas avec Fès. Fès a été magnifié, etc., grâce à 2 choses.
grâce à la dynastie mérinide, et aussi avec son importance dans la religion, c'est-à-dire la Qarawiyyin. Mais la Qarawiyyin elle-même, c'est grâce aussi aux Mérinides qui lui ont donné une importance considérable. Les Mérinides, ils avaient besoin de légitimité religieuse. C'est eux qui ont commencé cette philosophie d'avoir un pouvoir qui a une légitimité religieuse. Les Almoravides et les Almohades, ils n'avaient pas cette légitimité et ils n'ont pas duré longtemps. Ils ont disparu très vite. Ils ont créé un empire immense et fait hop, même pas un siècle, ils disparaissent. Je me suis posé cette question, voilà, parce qu'ils n'avaient pas des fondations structurelles basées sur la légitimité religieuse. Parce que la religion, au Maroc et au Maghreb, maintenant un peu moins, mais au Maroc ça continue, est très importante pour unifier des communautés. Et surtout, il n'y a pas de chiisme, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il y a un islam sunnite. Sinon, il y a aussi les juifs marocains. Mais les chrétiens, il y en a très peu, je pense. Il n'y a pas de travail sur eux. Même les chrétiens du Moyen-Âge, je ne sais même pas comment ils ont disparu. Parce qu'il y avait des chrétiens au Moyen-Âge. L'islam n'a jamais banni les chrétiens de la cité, ni les juifs. Alors donc tu vas faire une contre-proposition à la mémoire d'Abdelkrim Khalab. C'est normal, parce que les indépendantistes avaient besoin d'un roman national, et je trouve ça normal. Mais maintenant, après 70 ans, on n'est pas obligé de garder le discours des années 30, des années 40. Et tu penses que ta proposition d'une histoire multiple, plusieurs niveaux, qu'il n'y ait pas d'unité, pas de centralité, mais que tout ça forme civilisation, encore une fois, c'est entendable aujourd'hui, c'est acceptable? J'en sais rien, mais un écrivain, un penseur et un scientifique, il n'a pas besoin de ça. Il doit travailler et puis après, le livre a son chemin. Ce dernier épisode de Détroit était donc consacré à Mohamed Metalsi, qui pendant 31 ans a été directeur de la programmation de l'Institut du monde arabe à Paris. Il est encore l'auteur d'une douzaine d'ouvrages de référence portant sur Tanger, Tétouan, le Maroc, la Méditerranée et d'un grand nombre d'articles. Il reste aussi membre du comité de rédaction de la revue Alcantara. Mohamed Metalsi a enfin été consultant pour l'UNESCO et doyen de la faculté des sciences sociales à l'université euroméditerranéenne de Fès. L'entretien a été réalisé dans la résidence secondaire de Mohamed Metalsi à Brièche en septembre 2025, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de luth, extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Mohamed Metalsi et Philippe Guiguet-Bologne, est constituée de A Santa Ya Lailou wa Al-Hadi Anshak de Cheikh Ahmed Zeytouni, Kassidat des Mohsin d'Alep, Bala Matimba du Ma'alem Mahmoud Gania, Les pêcheurs de perles, l'extrait Je crois entendre encore, interprété par Alain Vanzo, Kaoma dans le chant de Sana par Hassan El Ajami, Anna Batraki dans le blues de Khartoum d'Abdelgadir Salim et Ya Bent Bledi dans le chant d'allégresse des femmes de Tétouan, les 7 morceaux ayant été gentiment empruntés à leurs ayants droit.